Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. L'économie autrement, c'est votre nouveau rendez-vous avec l'économie sur Radio Grand Lac à 18h16. Bonjour à toutes et à tous et soyez vraiment les bienvenus dans cette émission. Une émission où nous abordons des sujets qui vous concernent directement. C'est tous les 15 jours, le mardi à 18h15 et jusqu'à 19h15. Après l'inflation, émission que vous pouvez retrouver sur YouTube, eh bien cette semaine, nous allons aborder un nouveau sujet. Une commission mixte paritaire se réunit ce mercredi en présence de 14 parlementaires pour élaborer une nouvelle version définitive de la réforme. Puis ce sera au tour de la navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Un vote définitif est annoncé pour la fin de semaine, le dénouement d'un long marathon législatif et aussi de nombreuses grèves et mobilisations syndicales. Alors oui, vous l'avez peut-être compris, nous allons parler de la réforme des retraites, mais non pas sous l'aspect politique, mais bien sous l'aspect économique. Et oui, dans cette émission, nous allons prendre le temps du recul nécessaire pour nous demander comment on doit faire une réforme des retraites, quels sont les leviers d'action possibles pour le gouvernement. Nous nous interrogerons également aussi sur les choix effectués et les scénarios anticipés. Et puis enfin, dans une troisième et dernière partie, nous évaluerons les différents critères à prendre en compte pour une réforme des retraites juste et viable. Et avec nous, maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et docteur en économie, j'ai nommé Christian Collettis-Val. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio à Radio Grand Lac. Alors c'est vrai que quand on parle de la réforme des retraites, on a le sentiment que c'est toujours un débat un petit peu passionné en fait en France. C'est vrai, mais en même temps c'est un débat très très technique parce qu'on a des enjeux. On a des projections, on a plein de variables sur les durées de vie, on a des problèmes de productivité. C'est tout un système qui n'est pas du tout compris par les gens et qui émerge très peu dans les débats publics. Et c'est pour ça qu'il faut écouter Radio Grand Lac. On va justement avoir 1 heure pour en parler. On va d'abord dresser un premier constat sur le nombre de retraités chaque année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en chiffres ? Oui, alors en 2023, nous avons 18 millions de retraités en France et on a plus 700 000 personnes chaque année donc dans ce système de retraite par répartition. Donc on abonde chaque année le système de 700 000 retraités supplémentaires. Exactement. Et c'est là où est la difficulté, puisqu'il y a plus d'entrants que de gens qui entrent sur le marché du travail. Et donc le système se déséquilibre petit à petit. Oui, donc il faut assurer en fait la longévité, entre guillemets, la pérennité de ce système. Exactement, pour pas avoir un déséquilibre trop important entre les gens qui financent les retraites et ceux qui les touchent. Et justement, on va en parler dans la deuxième partie. On va voir justement quelles sont les solutions qui sont proposées par le gouvernement. En attendant, est-ce que vous pouvez nous donner le montant de la retraite moyenne en France ? Oui, alors il s'agit en 2022 de 1 600 € bruts par mois, avec une différence notable entre les femmes et les hommes. Donc 1 800 € bruts pour un homme et 1 400 € pour une femme. Brut aussi. On parle de brut, c'est-à-dire qu'en net, c'est moins. En net, c'est moins, oui, c'est beaucoup moins. Oui. Alors, on est au niveau du SMIC à peu près ? On est à peu près au niveau du SMIC, voilà. Peut-être un tout petit peu en dessous, avec l'idée que les retraites augmentent en fonction du rythme d'inflation et que le SMIC peut, lui, de temps en temps, augmenter un peu plus rapidement, mais on est à peu près corrélé, on peut être légèrement en dessous. Quand on dit 1 800 € brut, ça fait combien en net ? Environ, à peu près ? Ça fait 1 500, 1 450, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes ? Ça fait 1 1100, quelque chose comme ça. 1 100 € voilà. Net par mois de retraite pour les femmes en France en 2023. C'est ça. D'accord. Là, on a donné un peu le constat. On a dit donc 700 000 retraités par an nouveaux. On a dit des retraites qui vont de 1 100 € net à 1 500 € net en moyenne. Vous nous parlez bien de moyenne. En moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dessous.
il y a des gens en dessous. Et il y a des gens au-dessus. Par exemple, les agriculteurs sont largement en dessous des retraites moyennes à 800 bruts. Et les cadres plus, mais si on fait ça par CSP, on monte en moyenne par catégorie, pas au-delà de 2500 bruts. Pas au-delà de 2500 euros voilà, brut. brut. D'accord, ok. La réforme, là, on en parle beaucoup en ce moment. Bien évidemment, on a tous constaté ces grèves, ces mobilisations. On voit les déchets qui s'amoncellent aussi dans la capitale. C'est un débat, néanmoins, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de 2023. On a l'impression que c'est le serpent de mer et que ça fait finalement des années que l'on parle de réformer les retraites. Alors, c'est effectivement le cas. En fait, ce système a fonctionné très bien depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et pendant les 30 glorieuses. Croissance économique forte, productivité qui augmentait de façon annuelle, de façon très forte aussi, et finalement un équilibre entre actifs et retraités très favorable. Donc ça a bien fonctionné jusque dans les années 70. Ça a bien fonctionné jusqu'à la fin des 30 glorieuses en 1974 exactement. Choc pétrolier. Choc pétrolier, contre-choc pétrolier, c'est là que tout s'est déréglé, les retraites y compris, pour les mêmes raisons. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que la croissance économique s'est affaiblie. Oui. Donc, moins de salaires, moins de cotisations, donc du déficit budgétaire partout, y compris pour les retraites. Et on a eu ce fameux rapport Rocard, qui est un petit peu resté dans les annales en 1983, je crois, qui a préconisé un certain nombre de pistes pour faire la réforme des retraites. C'était en 1983, donc à l'époque. Oui. Alors, 1982, loi Auroux, le rapport Rocard, 1900... Oui, c'est ça. 83, c'est 83. Ça va, je me suis pas trompé. Vous avez totalement raison. Et donc, en fait, c'est un livre blanc, mais il fait les mêmes constats que tout le monde fait depuis le début, c'est-à-dire que finalement, si le nombre de retraités augmente, si la progression des salaires se ralentit ainsi que la progression de la croissance économique, oui, on crée un déséquilibre et on va essayer de le résoudre en partant à la retraite plus tard et en cotisant plus longtemps. Parce que ce qu'il faut expliquer à tous nos auditeurs, c'est que pour pouvoir faire une réforme des retraites viable dans le temps, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui travaillent pour qu'effectivement on puisse récupérer des cotisations qui puissent financer le système. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. En gros, plus il y a de chômage, moins on pérennise le système. Exactement. Plus il y a de chômage, moins il y a de gens qui cotisent. Et donc, moins il y a d'entrée dans le système de retraite. Et on réforme à peu près le système des retraites tous les 4 ans en France. On a commencé donc à partir de 1973 et à partir de là, les lois Auroux, le rapport Rocard, les réformes Balladur, le plan Juppé, etc. C'est effectivement en moyenne tous les 4 ou 5 ans. Et pourquoi on le fait tous les 4 ans ou 5 ans ? Parce que on a un ajustement. On appelle ça un ajustement paramétrique, c'est-à-dire que la durée de vie s'allongeant, la croissance économique augmentant moins vite que pendant les 30 glorieuses, le système entre en déficit et on essaye de résorber le déficit de ce système en faisant simplement une comparaison entre allongement de la durée de vie et allongement des durées de cotisation. Donc en fait, on doit colmater les brèches au fur et à mesure que l'on avance. C'est ça que vous voulez dire ? C'est exactement ça. C'est comme si on était dans un bateau donc avec des brèches de plus en plus grandes, oui, et qu'on essayait de les fermer de plus en plus rapidement. D'accord, ce qui n'est pas très rassurant. Ce qui n'est pas très rassurant, mais c'est aussi une forme d'hystérisation du débat public dans laquelle il faut pas tomber. Oui, c'est ce qu'on disait au début de cette émission. On est toujours dans un débat passionné lorsqu'on parle de la réforme des retraites. Alors, on va revenir aux différents systèmes qui existent en Europe. C'est vrai que finalement, on a 2 grands régimes qui coexistent. Il y a le régime de répartition, qui est donc le régime français, et puis on a un régime de capitalisation. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le régime de répartition ? C'est celui que nous connaissons, mais je pense que ça peut être intéressant pour les auditrices et les auditeurs de le réexpliquer. Comment est-ce qu'il fonctionne ? Alors, c'est relativement simple. Il y a une solidarité entre les générations. Ça veut dire que les cotisations payées par ceux qui travaillent servent immédiatement à payer les retraites des
des retraités. Oui, alors ça c'est quelque chose d'absolument très important parce que dans les mobilisations, on entend souvent dire « j'ai cotisé toute ma vie ». Et voilà la retraite que j'ai. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est un raisonnement qui est faux. En fait, c'est pas parce que j'ai cotisé au système que j'ai droit à une retraite, puisque ce sont les actifs qui contribuent directement à ma retraite. Vous avez totalement raison. C'est un peu un raccourci. L'idée, c'est qu'on a soi-même l'impression d'avoir payé tous les mois des morceaux de alors qu'en fait, de on son ne paye salaire. pas pour soi, mais on paye pour le retraité Exactement. immédiat. C'est-à-dire, nous, dans nos cotisations aujourd'hui, on paye pour les personnes qui sont retraitées et tous les ans, avec les nouveaux retraités, donc 700 000 par an et les nouveaux entrants, ce système se perdure. Donc le fait que l'on cotise durant sa vie professionnelle ne nous autorise pas, entre guillemets, d'avoir une retraite. Cette retraite, on la touche grâce aux cotisations des gens qui travaillent encore. Exactement. L'autre solution que vous évoquez aurait été de mettre cette somme-là de côté tous les mois, de faire une épargne et ensuite de la dépenser au fur et à mesure de sa retraite. Alors ceci dit, on peut très bien le faire. Quand on travaille, si on a la possibilité d'épargner, c'est ce qu'on appelle l'assurance vie, où on a des plans d'épargne retraite qui existent et on peut se former ce petit capital-là tout au long de sa vie. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, même dans les retraites de fonction publique, dans les retraites de cadre, on a en fait des mélanges entre répartition et capitalisation. Et même les fonds de réserve pour les retraites sont placés en bourse pour être fructifiés. Donc, en réalité, il s'agit d'un système hautement complexe. Alors, si on résume, en France, on a ce qu'on appelle le régime par répartition, c'est-à-dire que l'actif cotise et paye la retraite, entre guillemets, contribue à payer la retraite du retraité ou de la personne retraitée. Ça, c'est le système français. C'est un système qu'on qualifie souvent de solidaire. C'est ça. Voilà. Et après, à côté de ça, il y a un autre système qui est le système dit par capitalisation. Là, c'est une logique totalement différente. Alors, ces systèmes-là qui existent, mais qui sont finalement assez rares sous des formes pures, c'est par exemple l'exemple du système anglais. Eh bien, l'idée, c'est que chacun cotise ou à travers une caisse collective, mais il cotise pour sa propre retraite. Les cotisations sont placées sur les marchés financiers pour être démultipliées, ce qui demande des rendements très importants, de l'ordre de 5-7% par an en plus, ce qui peut être un danger économique parce que les fonds de pension, donc, peuvent détruire les entreprises sur lesquelles ils se placent. Il y a les fluctuations boursières, là. Exactement. On est sujet aux fluctuations et au cours de la bourse. Exactement. Et puis, il y a un côté où si vous avez un besoin de 5-6% de rendement net par an, eh bien, peu d'entreprises, finalement, peuvent vous garantir ça. Et quels pays ont mis ça en place en Europe ? Il y a assez peu de pays. Il y a l'Angleterre et il y a la Suisse, mais la Suisse a 3 piliers, c'est quelque encore chose un autre système. Mais finalement, c'est un système assez rare, et assez risqué. D'accord. Donc, si je résume, la répartition, c'est le système français. Ce sont les actifs qui cotisent directement pour les retraités, alors que le système par capitalisation, c'est je m'assure moi-même ma retraite, puisqu'en fait, je cotise pour ma retraite. C'est une logique totalement différente. C'est un peu différent de ça. C'est je verse dans un pot qui est géré par un organisme collectif qui place pour ma retraite plus tard. Oui. Donc ce n'est pas moi qui suis responsable de ma propre retraite. Il y a un intermédiaire aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un principe de solidarité. C'est ça. Il n'y a aucune solidarité intergénérationnelle. Et c'est quoi le mieux alors ? Le mieux, alors, je pense que si on est très riche et si on n'a aucun problème financier et un fort stock d'argent, c'est le modèle par capitalisation. Si on est pauvre ou si on a des revenus moyens, c'est le système par répartition qui l'emporte. Et vous avez parlé du niveau moyen de retraite en France. On se dit que finalement, le système de retraite par répartition est plutôt un bon système en France. Quand on voit le niveau de revenus. Alors c'est un bon système en France et il faut quand même savoir que les niveaux de retraite français sont élevés pour la moyenne européenne. Donc oui, pour l'instant, nous avons un système qui est plutôt très favorable quand on compare à nos voisins.
Et quid du système italien, Alors, en fait, qui est encore un autre système? Système italien et système suédois, c'est la même chose. C'est un système qui est un peu particulier. C'est un système de compte notionnel. Le système de compte notionnel, donc ça parlera peut-être pas beaucoup aux auditeurs. Alors si on peut faire simple. Oui, chacun est titulaire d'un compte d'épargne virtuel. Ça veut dire que tout au long de votre travail, vous avez des points qui arrivent sur un compte, ce n'est pas du vrai argent, et vous augmentez un capital. Et ce capital est placé sur les marchés financiers et va fructifier. Et chaque année, ce capital virtuel, il est revalorisé en fonction de l'inflation, en fonction de la productivité. Il y a des petits bonus, entre guillemets. Exactement. Et donc, lorsque vous partez à la retraite, vous avez un stock de capital. Et en fonction de votre catégorie professionnelle, vous avez donc un stock plus ou moins important et une espérance de vie plus ou moins importante. C'est-à-dire qu'on annonce la couleur, entre guillemets, aux retraités au fur et à mesure de leur vie. Exactement. Donc vous voyez votre stock augmenter et le jour où vous partez à la retraite et vous faites valoir vos droits, à ce moment-là, ce stock est divisé par l'espérance de vie moyenne. Parce que c'est un peu une critique qu'on fait parfois au système français, où on trouve qu'il est parfois un peu illisible, à dire qu'on sait combien on cotise, mais on ne sait pas forcément combien on aura à la fin. Voilà, mais ça c'est le cas dans tous les systèmes. Ce sont des usines à gaz avec des centaines de paramètres. Mais un peu moins le système italien, d'après ce que j'ai compris. C'est plus transparent, j'ai l'impression, d'après ce que vous nous avez dit. Alors, c'est un système mixte avec une forte part de répartition. Ils partent à la retraite quand même très tard aussi, voilà. Plus tard que chez nous. Oui, et ces systèmes notionnels se traduisent en moyenne par des baisses de revenus. Ça veut dire que ce système suédois, il a globalement contribué à appauvrir les retraités. C'est-à-dire par rapport à la France, on a des niveaux de retraite plus faibles. Et puis même qui se sont affaibli depuis que ça a été mis en place. Le rapporteur suédois du système de retraite, celui qui a poussé cette réforme, a communiqué avec Emmanuel Macron en lui disant « ne le faites pas ». D'accord. Donc finalement, pour conclure cette première partie, je vous dirais que le système de retraite par répartition français solidaire, c'est plutôt, malgré quelques imperfections, un bon système. C'est un bon système et il a l'avantage... Qu'il faut pérenniser. Oui, et il a l'avantage de vous mettre à l'abri des turbulences financières. Oui. Christian Colettis-Val, maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et docteur en économie, est avec nous à 18h34 sur Radio Grand Lac. On marque une première pause et on se retrouve juste après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h38 sur Radio Grand Lac pour l'économie autrement. On parle de la réforme des retraites avec Christian Colettis-Val, maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et docteur en économie. Alors, Christian Colettis-Val, c'est vrai que quand on parle de la réforme des retraites, il faut rappeler d'abord ce constat. Il y a aujourd'hui 1,7 cotisants pour seulement un retraité. Oui, c'est le cas, mais là encore, le dynamisme démographique français nous met plutôt dans une situation favorable. En Allemagne, en Italie, c'est encore beaucoup moins. Donc c'est effectivement une préoccupation, mais moindre que dans nos pays voisins. Mais ça veut dire qu'il faut globalement, pour que le système soit viable, qu'il y ait plus de cotisants que de retraités. C'est ça la logique. Alors, c'est ça, à moins d'augmenter les cotisations des actifs et de baisser les retraites ou d'allonger les temps de cotisation. Ça veut dire que ce rapport-là, il structure le système, mais on peut s'ajuster de plein de façons différentes. Voilà, mais en tous les cas, je pense que personne ne sera favorable a priori à ce qu'on augmente les cotisations, ce qui veut dire que ça va venir gréver du pouvoir d'achat et donc du salaire. Oui, bien que on peut dire, et beaucoup d'analystes le disent, une augmentation faible des cotisations
permettrait d'éviter les départs à la retraite décalés. Alors, on va se poser dans cette partie des questions sur les scénarios du corps, qui a justement étudié ce qu'il faut faire justement comme réforme. On va en parler dans quelques instants. D'abord, je voudrais qu'on termine ce constat. Donc, il y a 1,7 cotisants pour un retraité, ce qui veut dire que pour l'instant, de manière, naturelle, le système pour l'instant s'équilibre puisqu'il y a plus de cotisants que de retraités, même si ça a tendance à baisser, on arrive presque à un équilibre de 1 pour 1, donc d'où l'importance peut-être de faire une réforme. Et d'un point de vue budgétaire, vous me disiez que les retraites en France, ça pèse pour combien dans le PIB ? Très bien. Alors, on n'est pas tout à fait à 1 pour 1, heureusement, mais à 1 pour 1,7. Et en 2070, on sera sans doute, estime le corps, mais c'est très loin, à 1,5 pour 1. Donc, voilà. Donc, on est encore à l'équilibre, a priori. Oui. En 2060. On restera à l'équilibre. Et puis ensuite, le problème de la classe nombreuse des baby-boomers va finir par s'estomper. C'est pas ce qu'on entend dans la bouche du gouvernement et de ses ministres qui nous dit que le système doit être équilibré. Vous nous dites, a priori, on est encore à l'équilibre jusqu'en 2060. On est à l'équilibre et ensuite, à partir de 2060-2070, par le jeu des fins de vie des baby-boomers, si je suis un peu brutal, eh bien le système va de toute façon, il n'y aura plus aucun problème sur ce système. Et les retraites dans le budget de l'État, c'est 13,8% du PIB, c'est ça ? C'est ce que on disait effectivement en 2021, 13,8. Donc ça fait 338 milliards d'euros, donc tous les ans. Et le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, estime dans ses scénarios qu'on restera autour de ce taux jusqu'en 2027, ça sera 13,9, et dans les pires des hypothèses, on sera à 14,2, 14,5. Donc quand on prend le total du budget de l'État, finalement le poids des retraites, c'est 14% à peu près. C'est un petit 14%. C'est un petit 14%, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup dans un budget pour un État ? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Quand on regarde les 18 millions de retraités plus 700 000 chaque année, oui. Non seulement ce n'est pas beaucoup, et surtout, il faut pas prendre ça comme une contrainte. Ce sont des revenus qui sont redépensés. Et mérités aussi. Mérités et qui ont un effet d'entraînement sur la croissance économique, donc sur le dynamisme du système. Alors, on va faire un petit peu de pédagogie, ce qu'on fait déjà depuis le début de cette émission. Et là, vous allez nous parler de la baignoire pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et je pense que toutes les auditrices et les auditeurs vont apprécier cette image-là. Vous m'expliquez qu'en fait, quand on veut parler de la réforme des retraites, eh bien, on prend cette image d'une baignoire qu'on remplit ou qu'on vide, et qui avait une forme d'exagération, en fait, sur le fait que, on vidait plus rapidement la baignoire qu'on ne la remplissait, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, parler de baignoire et de tuyauterie, c'est une façon pédagogique, pour parler un peu trivialement, de parler de modélisation économique. Ça veut dire qu'en fait, les outils qu'utilise le gouvernement et le corps sont des modèles macroéconomiques de prospective qui sont utilisés pour aller jusqu'en 2070. On peut simplifier en disant que finalement, un système de retraite, c'est un stock, donc l'argent qu'on a devant nous, c'est des tuyaux qui rentrent, donc qui sont les cotisations. Qui alimentent cette baignoire. Exactement, donc ce sont des robinets. Des vannes, ouais. Exactement, des vannes. Et on a une bombe d'écoulement qui est le côté retraite versée. Oui. Et donc on peut imaginer un système où la baignoire se vide plus vite que on est capable de la remplir, et à ce moment-là, à un moment donné, elle est vide et le système est en faillite. Donc dans votre système, si je comprends bien, il faut que la baignoire soit tout le temps pleine. Alors, il faut qu'elle soit pas complètement vide. Oui, c'est voilà. Ça, qu'il y ait toujours un peu d'eau dans la baignoire. Exactement, toujours un peu d'eau dans la baignoire. Et aujourd'hui, c'est le cas ? Aujourd'hui, c'est le cas. Elle est un peu pleine puisque nous avons un excédent de 3,2 milliards d'euros. Mais 3,2 milliards d'euros d'excédent dans cette baignoire des retraites. Voilà. Et l'année d'avant, c'était 1,2 milliard. Donc ça s'améliore. Donc pour l'instant, notre système produit plus de ressources qu'il n'en verse. Mais pourquoi faire une réforme alors ?
C'est une excellente question. Je pense qu'il faut la poser au président de la République. Non, plus sérieusement, parce qu'on a un problème de rallongement des durées de vie. Oui. On a un allongement de l'espérance de vie en France. Voilà, et que finalement, à terme, cela rend le système légèrement déficitaire, mais le déficit qu'on attend, il est de l'ordre de 1 point de PIB. Alors, j'ai bien retenu votre image de la baignoire qui continue de se remplir et un petit peu plus, vous nous l'expliquez à l'instant. Néanmoins, il y a 3 scénarios qui ont été retenus par le corps. Donc le corps, on le rappelle, c'est le Conseil d'orientation des retraites. C'est ce conseil qui justement apporte des éclairages au gouvernement pour faire ses arbitrages et ses choix dans l'actuelle réforme des retraites. Et il y a donc 3 scénarios. Quels sont ces 3 scénarios ? Alors, c'est très facile. En fait, le corps fait tourner un modèle macroéconomique, donc une baignoire avec la tuyauterie qu'on a évoquée. Et donc, en fait, il regarde des scénarios donc de progression de la productivité du travail, de croissance économique, de progression de salaire. Donc il prend en compte plein de paramètres. Voilà, ça c'est pour l'entrée du système. Et la sortie, il fait jouer les variables de durée de cotisation et de départ de l'âge à la retraite. Et donc, on arrive à quelque chose où le système est à peu près viable dans les 3 scénarios. Et il y a même un scénario où le système reste excédentaire. Voilà, parce que ce qu'il faut expliquer aux auditrices et auditeurs qui n'auraient peut-être pas effectivement suivi ces discussions-là, c'est que le corps a fait 3 scénarios. Un scénario optimiste, un scénario un peu moins optimiste, puis un scénario vraiment défavorable, entre guillemets. Voilà. Et vous êtes en train de nous commenter ces 3 scénarios-là, voilà. finalement. Donc un qui serait... On pourrait dire un scénario de croissance économique forte jusqu'en 2070. Donc, c'est-à-dire un taux de croissance de plus de 2-3% par an, oui, c'est ça ? Voilà, c'est 2,5-3% en moyenne. Donc ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Non, un accroissement du PIB par tête fort lui aussi, et surtout, et c'est la variable dont personne ne parle, qui est la plus importante dans ces modélisations, c'est la progression de la productivité du travail. Oui, et d'ailleurs on dit qu'en France on a une très bonne productivité. On a une forte productivité du travail, effectivement, on est parmi les leaders mondiaux, mais voilà, on a aussi des durées de travail plutôt plus faibles qui vont ralentir ça. Donc si je comprends bien, cette baignoire dont vous nous parliez tout à l'heure, elle est alimentée favorablement par la productivité des Français, mais elle est pénalisée par ce taux de chômage en fait, qui est un peu structurel chez nous, bien qu'il baisse. Oui, alors j'ai pas été au bout. Donc le scénario favorable, c'est croissance forte, croissance de la productivité forte. Donc ça c'est le premier scénario tout est au vert, entre guillemets. Exactement. Le scénario qui est le scénario défavorable, c'est croissance économique beaucoup plus faible et un arrêt de l'accélération de la productivité. Oui. Et il y a un scénario intermédiaire qui est au milieu. Et là, le gouvernement, pour faire ses observations, il a pris en compte finalement un scénario plutôt défavorable. Il a pris le scénario le plus critique. Le plus critique, donc qui est effectivement celui qui pourrait mettre en danger le système. Mais même avec ce scénario-là, il faut environ trouver 12 milliards d'euros par an, ce qui est Dans le scénario défavorable, voilà. Il faut trouver 12 milliards d'euros par an. Par an. Ce qui est rien du tout. Ce qui est faisable, vous nous dites. Ce qui est tout à fait faisable. D'accord. C'est intéressant de vous entendre dire ça parce que dans le scénario le plus négatif, le scénario noir entre guillemets du corps, vous nous dites qu'il faut trouver 12 milliards d'euros par an et que ça reste faisable d'après vous, malgré que le gouvernement parfois nous dise que dans ce scénario noir, ça serait compliqué. Ce 12 milliards d'euros par an, c'est 0,4 points de PIB. D'accord. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Sachant, je vous rappelle, ce régime coûte 340 milliards d'euros par an, donc en versement, et ce n'est pas un coût, c'est une ressource, puisque ce sont des revenus qui sont redépensés avec des effets multiplicateurs. Donc 12 sur 340, c'est vraiment négligeable.
Oui, et avant de marquer une deuxième page de pause dans cette émission, j'aimerais revenir avec vous sur 2 dispositifs qui ont été annoncés par le gouvernement. D'abord, le dispositif carrière longue pour ceux qui ont commencé à travailler à 14, 15, 16 ans. C'est une bonne idée? Alors non, là non plus, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Suis désolé. C'est que c'est assez étonnamment, c'est plutôt favorable aux personnes qui ont des bonnes situations, qui s'arrêtent tard et qui finissent de travailler en bonne santé. Oui. Si vous avez un travail usant physiquement, moralement, ou que vous êtes au chômage et que vous êtes arrêté, vous n'auriez pas une retraite complète puisque vous êtes sorti du système avant. Donc c'est un peu une fausse bonne idée qui finalement va aggraver la situation de ceux qui ont déjà des carrières hachées, dangereuses, fatigantes, usantes, etc. Ça, c'est votre analyse? C'est l'analyse qui est partagée globalement, pas que par moi, c'est quelque chose qui sort de la plupart des think tanks. C'est pas du tout quelque chose que je partage seul. Et il y a un CDI pour les plus de 60 ans également qui est annoncé dans les débats. Mm-hmm. Ça coûterait à peu près 800 millions d'euros par an pour le gouvernement. C'est ça. Donc l'idée, c'est de dire on a un problème de taux d'emploi des seniors en France, puisqu'il est de 56%. Alors qu'il est de 72% en Allemagne. Les seniors sont davantage au chômage que dans les autres pays européens. Ah oui, beaucoup plus. Regardez, on a un taux d'emploi de 72% en Allemagne, de 56% en France, de 53% en Italie, donc de 77% en Suède. Donc effectivement, on a un problème, mais comme on a aussi un problème de chômage des jeunes. C'est-à-dire que quand on tombe au chômage à 55 ans, on a plus de mal de retrouver du travail. Exactement. Et donc cet élément sur les CDI pour les plus de 60 ans, c'est un allègement de charges. Oui. Donc qui coûte cher. Pour l'État. Qui coûte cher pour l'État et qui finalement va créer du déficit supplémentaire et qui risque d'aggraver le problème des retraites. Christian Colettis-Val, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc et docteur en économie, est avec nous sur Radio Grand Lac, 18h52. On marque une courte pause, à tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h55 sur Radio Grand Lac, nous sommes avec Christian Colettis-Val, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc et docteur en économie pour parler des retraites. Dans cette 3e et dernière partie d'émission, on va essayer de se demander par quel levier on peut réformer les retraites. En attendant, avant la pause, on parlait de ces fameuses carrières longues. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement? Les auditeurs nous posent des questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui est prévu justement par le gouvernement concernant les carrières longues? Alors, déjà, on avait un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, oui, qui était déjà prévu dans les anciennes réformes, mais qui a été accéléré. Et en fait, il y a eu, lorsque ce projet est retourné au Sénat, des ajustements, et donc on a... Parce qu'il y a eu un vote au Sénat samedi. Exactement. On a mis la balle au centre, et donc quand on a commencé à travailler entre 20 et 21 ans, on peut partir à 63 ans. Donc entre 20 et 21 ans, je peux partir à 60 ans. Voilà, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé à travailler à 20 ans ou 21 ans. Entre 20 et 21 ans, donc on gagne, on gagne pas un an, on ne perd qu'un an au lieu d'en perdre 2. Oula, alors attendez, si on a commencé à travailler à 20 ans, oui, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de partir à 63 ans. 63 ans au lieu des 64 qui sont annoncés. Voilà. Donc si je commence à travailler à 20 ans, je peux partir à 63. C'est ça. Et non 64. À condition d'avoir cotisé un nombre de trimestres suffisant. Bien sûr, pour avoir sa fameuse retraite à taux plein. Exactement. Oui. Et sur ces carrières longues, peut-être une autre précision? Alors, on peut dire qu'il y a eu, dans ces débats sur les retraites,
la perception d'un déséquilibre très fort homme-femme. Oui. Et donc les femmes, on l'a dit, ayant un niveau de retraite plus bas que celui des hommes. Oui, à peu près 400 € en moins, oui, à peu près. Un delta de 400 c'est de 1200 à 1600. Donc d'accord, c'est 400. énorme. Et donc on a introduit des surcotes, donc de 5% pour les mères de famille qui ont cumulé, qui ont eu des enfants. Donc on a une espèce de tentative de rattraper un peu la situation des femmes qui peut être particulièrement défavorable dans ces réformes. Oui, parce que c'était la question que j'allais vous poser justement dans les solutions. On peut parler des carrières des femmes qui ont souvent des carrières hachées puisqu'effectivement il y a la maternité. Là, dans cette réforme qui est faite, est-ce que vous diriez qu'il y a un phénomène de rattrapage néanmoins et qu'on arrive à, pas une égalité de retraite, mais est-ce qu'on arrive quand même à un phénomène de rattrapage néanmoins? Alors, il y a deux types de réponses. Il y a ceux qui sont contre, qui vous affirment que c'est défavorable. Oui. Et donc, il y a cette volonté de rattrapage. Et je pense qu'on manque de recul parce que c'est quelque chose qui est quand même vraiment opaque, qui dépend de beaucoup de critères. Et c'est encore en discussion d'ailleurs. Voilà, et qui n'ont pas fait l'objet d'une transparence très forte, un peu comme l'histoire des 1200 € de retraite minimum. Oui. Alors ça c'est pour la retraite des femmes qui ont effectivement des carrières hachées et on a entendu dans les débats d'ailleurs certaines femmes qui disaient mais moi j'ai le sentiment que je vais partir à la retraite et que finalement je vais être un peu perdante avec cette réforme-là parce que non seulement on va me demander de partir un petit peu plus tard mais en plus j'aurai un niveau de retraite qui sera pas forcément très bon. Vous confirmez ça oui, ou on n'a pas vraiment de recul? Alors sur le décalage du départ à la retraite, on a le recul, oui. Là c'est très clair. Par rapport aux annonces en tout cas. Exactement, mais par contre sur les niveaux réels de ce qui sortira, je ne m'avancerai pas et c'est je encore pense trop tôt. Que personne ne peut le faire honnêtement. Alors là on parle des solutions dans cette partie, donc on a effectivement évoqué ce qui est prévu par le gouvernement concernant les carrières et les retraites des femmes. Il y a également quelque chose qu'il faut dire dans cette émission, c'est que plus on a un chômage qui est faible, notamment des jeunes, plus on favorise quand même ce système par répartition. Exactement. Donc l'intérêt du gouvernement quand on veut faire une réforme des retraites, c'est aussi de s'attaquer au chômage indirectement. Alors c'est absolument évident, plus d'activités, plus de populations actives font, toutes choses égales par ailleurs, plus de cotisations. Donc plus le taux d'activité est fort et en passant, plus les salaires sont élevés, oui. Eh bien plus le système s'équilibrera avec facilité. Et plus on abonde votre fameuse baignoire. Exactement, plus la baignoire se remplit facilement. Il y a aussi un autre paramètre, c'est la durée de cotisation. Donc là, on a vu que le gouvernement a joué sur la durée légale, en passant de 62 à 64 ans. Néanmoins, il y a un autre paramètre, c'est celui de la durée de cotisation. Alors, le paramètre de la durée de cotisation, on peut le voir de deux façons différentes. C'est-à-dire, ça va nous obliger à contribuer proportionnellement plus, donc puisque c'est un système générationnel. Et d'un autre côté, on pourrait dire aussi, si on était cynique, c'est que finalement, en obligeant à cotiser plus longtemps, eh bien, il y aura plus de gens avec des retraites incomplètes et donc on aura moins de flux sortants du système. Et pourquoi il y aurait plus de retraites incomplètes ? Parce que si vous augmentez les durées de cotisation, vous aurez forcément des accidents de parcours, des gens qui seront au chômage à un moment donné, voilà. Et du coup, ils arriveront à 64 ans sans avoir leur durée totale de cotisation. C'est ça. Et que vont faire ces personnes-là ? Soit elles s'arrêtent, mais elles n'auront pas une retraite à taux plein, soit elles seront contraintes de continuer. Voilà, mais plus probablement, elles s'arrêteront et auront une retraite plus faible. Donc le levier de la durée de cotisation n'est pas nécessairement, si je vous suis, un bon levier. Je pense que ça peut être un levier injuste, effectivement, puisqu'il va s'appliquer de façon différente aux personnes qui sont en précarité, qui sont moins qualifiées. Je pense que c'est un système qui est
d'une certaine façon défavorable à ces personnes. Donc on l'a dit, les solutions pour s'attaquer aux retraites, au système des retraites, c'est actionner le levier donc de la baisse du chômage, on l'a dit, notamment des plus jeunes, mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, des seniors, c'est-à-dire au-delà de 50-55 ans, la durée de cotisation, l'âge légal de départ à la retraite, donc là c'est ce qui est fait en France, en sachant qu'en France, on part en retraite un petit peu plus tôt quand même que la moyenne européenne. Oui, on part... alors, ce genre de comparaison, quand on s'amuse... Comparaison n'est pas raison, des fois. Oui, c'est vrai. Quand on s'amuse à lire la presse étrangère, il semble assez envieux de ce système français qui leur paraît très très favorable. Oui. Mais c'est aussi lié la plupart du temps à cette différence de dynamique démographique. Oui, c'est-à-dire qu'en France, on a quoi, un peu moins de 2 enfants par femme, c'est ça ? On a, je crois, maintenant 1,7 enfants par femme, exactement. Et en Allemagne, on a 1,1 ou 1,2. En Italie, encore moins. Donc on a une dynamique démographique en France qu'on n'a pas ailleurs. Voilà, on a une dynamique démographique qui est effectivement plus favorable. Et qui nous permet d'avoir cet âge légal de départ à la retraite un petit peu plus faible que les autres. Voilà, mais ça serait un raisonnement un peu en système fermé, parce qu'on peut tout à fait, avec de l'immigration et des choses comme ça, rééquilibrer ces systèmes. Oui, et là, ça devient une décision, encore une fois, politique. Exactement. Il y a aussi les critères de pénibilité. Quand on fait une réforme des retraites, on peut intégrer des critères de pénibilité avec ce qu'on appelle des surcotes, des décotes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? C'est relativement simple. On peut imaginer qu'un métier pénible ou reconnu comme tel, ce qui pose la question des critères, vous permet de cotiser un peu plus tous les mois. Voilà, donc ça veut dire que votre point cotisé vous rapporte un peu plus quand vous avez un métier pénible que quand vous n'avez pas un métier pénible. Encore une fois, un métier pénible et un métier non pénible, c'est quoi un métier pénible ? C'est la question que j'allais vous poser. Imaginez un instituteur, un professeur des écoles à 67 ans. Est-ce qu'il peut le faire ? C'est ça que vous voulez dire ? Voilà. Est-ce qu'il peut encore le faire ? Ça peut être pénible. Alors après, j'imagine qu'il y a des professeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, qui auraient bien continué de faire les cours jusqu'à 67 ans. Oui, mais ils peuvent. Oui, légalement, ils peuvent le faire. Exactement. Oui. Ils peuvent demander, donc c'est pas un problème. Et après, il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est le niveau des salaires. Parce que oui, il faut le dire aussi dans cette émission, le niveau des retraites dépend du salaire qu'on a acquis durant toute sa vie. Et plus on a eu un salaire élevé, plus potentiellement on a un niveau de retraite élevé. Exactement. Plus on a cotisé, plus ce qu'on retire des cotisations est important. Il y a une indexation. C'est tout simplement proportionnel. C'est proportionnel. C'est proportionnel. Et donc le vrai débat, ce ne serait pas celui des salaires finalement, plutôt que celui des retraites ? Je pense que le vrai débat, c'est celui des salaires, mais en amont de ça, c'est celui du partage de productivité. Ça veut dire qu'une économie comme la France, en 20 ans, a augmenté sa productivité de façon phénoménale. Malgré les 35 heures. Malgré les 35 heures, évidemment. Et d'ailleurs, ça c'est un autre problème. Et on pourrait faire une autre émission là-dessus. Dont on pourra parler, parce que là aussi, on a une image réductrice. Mais pour revenir à ça, c'est un problème de productivité et de partage de productivité. Et plus la productivité est élevée, plus finalement la contribution de toutes les personnes au PIB est importante. Oui. Et donc, les salaires devraient refléter ça, et donc les retraites par extension aussi. Or, ça n'est pas le cas. En revanche, ce qu'il faut dire à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que les retraites aujourd'hui sont indexées sur l'inflation. Donc quand aujourd'hui on dit qu'on a 6,2% d'inflation en France, ça veut dire que les retraites augmentent au même rythme. Les retraites sont indexées. Alors attention, il y a toujours des mesures, des façons de mesurer l'inflation, mais en principe, effectivement, on a cette indexation. Il fut un temps où le partage était plus favorable. Ça veut dire que la progression des retraites était conforme à la progression moyenne des salaires. On est passé à une indexation sur l'inflation
qui a permis d'une certaine façon d'augmenter ou d'avoir moins de déficit. Et de niveler aussi vers le haut le niveau de vie des retraités. Exactement. Si vous ne faisiez pas ça en 10 ans, vous seriez avec un pouvoir d'achat inexistant. Oui, donc si on résume, les solutions, c'est baisser le chômage, on l'a compris. En France, c'est vrai qu'on a un chômage qui a tendance à baisser nettement depuis le Covid, même s'il y a encore des personnes qui sont au chômage. On peut actionner le levier de la durée de cotisation, l'âge légal de départ à la retraite, il y a les critères de pénibilité, il y a les carrières longues et notamment les carrières des femmes aussi qui sont à prendre en compte. Il y a le niveau de salaire et c'est vrai que vous nous l'avez rappelé, les retraites sont indexées sur l'inflation alors que le niveau des salaires, lui, il n'est pas indexé sur l'inflation. Absolument pas. Le SMIC l'est, les autres ne le sont pas. Notamment les salaires de la fonction publique sont désindexés depuis, je pense, 15 ans au minimum. Mais juste pour revenir sur un point important, on n'a pas la main sur le chômage. Oui. Ça veut dire que c'est pas un curseur sur lequel le gouvernement peut jouer. Ce sont les entreprises. C'est la situation économique générale, la conjoncture. C'est comme la croissance économique, ce n'est pas une variable que l'on peut piloter facilement. C'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est comme l'inflation. Oui. Et ce système des retraites, pour conclure, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, on sait que l'a priori, la loi définitive sur les retraites devrait être adoptée en fin de semaine. Vous en attendez beaucoup de cette loi, ou vous vous dites finalement, écoutez, ça sera une réforme paramétrique et on en aura de nouveau une dans 4 ans? Alors, je pense que la véritable volonté du président de la République était d'aller vers un système à la suédoise. Ça n'a pas été... Retraite par points. Exactement. Ça n'a pas été le cas du tout. Là, on est en train de s'enliser d'une certaine façon. Et j'aimerais finir par le point de vue d'un sénateur qui est passé sur Public Sénat récemment, oui, qui dit... Finalement, ce système est égalitaire, illisible. J'aurais souhaité quelque chose de juste et je n'ai pas du tout compris ce qui est proposé. Donc, même les sénateurs et les élus ont une faible visibilité sur ce système qui est très complexe. Qui est très complexe, mais en même temps, pour conclure, est-ce que réformer les retraites, ça n'est pas tout simplement compliqué ? Tout ce qui fait partie de la systémique économique de ces grands systèmes est compliqué. Et avec cette espèce de charge affective que représente finalement la dernière étape d'une vie où on aurait le droit de vivre tranquillement de façon protégée, c'est vrai que ça passionne les débats encore plus. Donc là, on rappelle, l'objectif de la réforme, c'est de passer de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. C'est d'accélérer ce passage, oui, puisque c'était déjà prévu avec les lois Touraine. Exactement. Mais c'est d'aller plus vite. Oui, c'est d'aller plus vite. Et on peut imaginer, vu ce rebond démographique, pas rebond, mais en tous les cas cette évolution démographique que vous nous expliquiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut très bien imaginer que finalement, dans quelques années, on nous dira on passera de 64 à 65, 66, 67 ans? On peut l'imaginer. Écoutez, je pense que de toute façon, l'objectif des gouvernements actuels est de baisser les dettes publiques, de baisser les charges fiscales. Oui. Tant que cette vision-là prévaut, ce que vous évoquez n'est pas prêt de se produire. N'est pas prêt de se produire, mais non. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas se passer. Il faudra à ce moment-là complètement changer de logiciel. Enfin, changer de logiciel. Et comme vous n'avez pas de boule de cristal et moi non plus, eh bien, on verra peut-être dans quelques mois, dans quelques années, si ça arrive. Et même le corps n'a pas de boule de cristal. Très bien. C'est une annonce que vous nous faites là. Merci beaucoup, Christian Collettis-Val, maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc et docteur en économie. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette réforme des retraites et des leviers d'action pour réformer les retraites. 19h11 sur Radio Grand Lac. C'était l'économie autrement. L'économie en autrement que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur les réseaux sociaux dans quelques jours si vous voulez écouter ou réécouter cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Radio Grand Lac.
Radio Grand Lac.